Ben là. Hey, salut tout le monde. Si je vous dis 51, ça vous dit-tu quelque chose? Ben là. Ouais, 51, 51e État américain. Est-ce que le Canada pourra le devenir? Ben là. Ouais, je dis, est-ce que le Canada pourrait devenir, si vous avez remarqué l'actualité, si vous avez écouté un peu qu'est-ce qui se passe actuellement, Trump s'amuse à dire, bon, OK, pourquoi le Canada ne rejoindrait pas les États-Unis? Est-ce que c'est une idée utopique? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? On entend beaucoup de choses, puis, tu sais, honnêtement, cet épisode-là va vous permettre, en fait, de vous forger, je pense, une opinion. Peut-être va vous permettre aussi de vous sécuriser sur certains aspects parce que on entend beaucoup d'opinions de personnes qui n'ont pas nécessairement ce qu'il faut pour nous informer. Puis des fois, quand on commence à faire des recherches, on peut s'y perdre assez facilement parce que la politique américaine, c'est quand même un monstre en soi. Alors, j'ai deux personnes avec moi pour en parler. Alors, voici nos invités de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, avec moi pour sa première fois dans Ben Lala, mon ami Pierre. Pierre, comment ça va? Ça va bien, merci. Pierre, toi, juste pour que les gens apprennent à te connaître rapidement, toi, tu enseignes ici en quoi, dans quelle discipline? J'enseigne la politique puis l'économie. Dans la politique et l'économie. On se connaît, Pierre, donc je vais te tutoyer, ainsi de suite. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est déjà venue à quelques reprises dans mon balado, France Devin. Salut, France. Bonjour. Il nous reste pas grand temps à la retraite. Non, pas grand temps. Est-ce que Ça fait déjà 30 ans que j'enseigne. Est-ce que tu me permets d'abuser de ta présence avant que tu partes? Pas de problème. Parce que parler politique avec toi, à chaque fois, on a un bon moment, je pense. Et comme les auditeurs de Benalla le savent, moi, c'est un peu mon dada puis l'actualité. Puis, première des choses, merci d'avoir accepté parce que c'est important d'aller chercher à la source. Quand je dis à la source, là, je parle avec des gens qui sont formés, des gens compétents, puis de parler de ce genre de sujet-là, puis de démystifier. Et je vais vous lancer un peu sur cette première question-là. Selon vous, est-ce que le Canada pourrait devenir le 51e État américain? Est-ce que c'est réaliste ou non? Pierre, tu commences ou je commence? Vas-y. OK. Bien, à la base, tout se peut en politique. Il faut faire attention de tomber dans l'absolu, mais techniquement, ça serait assez improbable. C'est assez difficile parce que c'est pas juste une volonté populaire, une volonté politique. C'est pas juste en claquant des doigts que ça peut arriver. Il y a une constitution, il y a des règles, il y a tout un aspect politique, mais un aspect réglementaire, législatif, judiciaire aussi derrière tout ça. Fait que ça devient compliqué. Fait que, à la base, là, la réponse courte, là, ça serait de dire possible, mais improbable. Bien, c'est un peu ça. Puis, regarde, oui, on enseigne la politique. Je ne peux pas qualifier qu'on est des experts de la politique américaine. Il y a des gens qui ont fait des doctorats au niveau de la politique américaine, mais ça reste toujours que le Canada est souverain. Le Canada a une constitution. Pour modifier la constitution canadienne, il y a des règles. 1982, quand Pierre-Éliott Trudeau a rapatrié la Constitution, il a rapatrié également, oui, l'ancienne Constitution de 1867, mais il a rapatrié aussi la façon de la modifier en y incluant aussi une Charte des droits et libertés. Et pour qu'on devienne le 51e État des États-Unis d'Amérique, bien, je m'excuse, il faudrait l'accord unanime de chacune des provinces. OK. Donc, ça, c'est le côté juste légal au niveau du Canada. Ensuite, il faudrait que Donald Trump demande aussi, parce que pour annexer un nouvel État aux États-Unis d'Amérique, il faudrait aussi que lui regarde sa Constitution, puis le Congrès a établi des règles. Puis le dernier État qui a été admis, c'est Hawaï, qui a été le 50e État des États-Unis d'Amérique. Et avant d'être annexé, il a dû être un territoire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ils deviennent un territoire, puis ça a pris quand même un certain temps avant qu'ils deviennent, après ça, un État, et ça serait probablement la même chose avec nous. Mais ça, c'est le point de vue juste légal de État-État. Puis, il faut penser aussi qu'on est une monarchie constitutionnelle. Donc, on a un monarque. Notre monarque, c'est Charles III. Donc, ça me surprendrait que la Grande-Bretagne, même si elle a pu officiellement d'emprise vraiment sur nous, on fait quand même partie du Commonwealth.
Donc, il y a tout cet aspect-là. Puis si on y va au niveau international, bien, il y a toutes les règles internationales. On est souverain. Donc, si il veut faire comme il l'entend, c'est-à-dire annexer le Canada sans prendre les armes, bien, il va falloir qu'on négocie. Puis pour négocier, il faut être win-win chacun des côtés. Je ne suis pas certaine que le Canada serait regagnant. C'est sûr que... Puis même si parce que souvent, on va dire l'Alberta serait prêt à s'en aller comme aux États-Unis, le Manitoba, la Saskatchewan. Mais pour faire ça, il faut qu'ils s'émancipent du Canada. Donc, il faut qu'ils demandent leur indépendance du Canada. Une fois qu'ils ont leur indépendance du Canada, là, il faut qu'ils négocient avec les États-Unis. Et là, les États-Unis sont libres de dire oui ou non. Là. Il n'y a rien de sûr. On ne peut pas dire... Il n'y a pas le zéro. Ça ne se peut pas. Mais, on va dire comme Pierre l'a dit, c'est peu probable, à moins qu'il décide de prendre les armes puis de nous envahir. Mais s'il fait ça, ben... Non, pas en guerre. Ben, c'est ça. Mais il va jouer beaucoup. Pourquoi il fait ça? Puis c'est ce que je lisais ce matin. J'ai épluché un peu la presse, Radio-Canada, Le Devoir, etc. Il fait ça parce qu'il veut nous démontrer comment on est petit, comment on n'est rien pour lui, comment on est une fourmi. Donc, il essaye de se reblaser, de se remonter en disant « nous sommes ». Puis là, je vais utiliser le terme que je suis en train, dans mes cours, d'abolir complètement. « Nous sommes les Américains ». Bien, le Canada, je m'excuse, on est Américains aussi. Hein? Okay, c'est les États-Unis d'Amérique. Tu es en train de me dire que tu utilises un terme que tu veux abolir. Pourquoi tu veux l'abolir? Bien, parce que c'est pas vrai qu'ils ont utilisé le terme d'Américain pour s'approprier tout le continent d'Amérique. OK. Mais ils sont États-Uniens. Nous sommes Canadiens, il y a des Mexicains, des Brésiliens, des Honduriens, et etc. Donc, on faudrait peut-être Donc, ils ont leur pris placer. Américains pour, à la place d'être des États-Unis. C'est sûr que ça sonne mal, États-Unis. Non? Oui, mais c'est ça qu'ils sont. Mais derrière tout ça aussi, il y a toute l'espèce de mythe de la destinée manifeste qui date de pendant l'expansion vers l'Ouest aussi. Donald Trump, dans ses discours avant les élections et après les élections aussi, a amené cette idée-là. L'idée de la destinée manifeste, c'est l'idée que le peuple américain est un peuple élu qui doit s'étendre sur le continent et que c'est par Dieu, ils ont la possibilité de le faire, qu'ils doivent aller vers l'Ouest. C'est ce qui a amené justement dans les années 1800 toute l'expansion vers l'Ouest, puis toute la déresponsabilisation via les peuples qui étaient déjà là en disant non, c'est notre destinée d'occuper ce territoire-là. Et Donald Trump, veut pas, avec cette idée-là, amène l'idée de la pousser encore plus loin, c'est-à-dire on est allé vers l'Ouest, maintenant on va aller vers le Nord. Fait que il y a cette partie-là aussi mythique, en fait, qui est sous-jacente à son discours d'idée que ça leur est de droit quasi divin, en fait, de devenir... que le Canada devienne 51e État. C'est une aberration, en fait, que le Canada ne soit pas américain, en fait. Donc, dans le fond, si je comprends bien, Donald Trump a copié Jean Charest avec son plan Nord. En quelque sorte. Oui, puis moi, c'est pas les aberrations que Donald Trump va dire. Moi, c'est ses alliances qui me dérangent. Là, il est en train de s'allier avec Vladimir Poutine. En mettant de côté les Européens, en mettant de côté Kiev aussi, parce qu'on le fait sous le dos de la guerre en Ukraine. C'est cette alliance-là, parce que si on se rappelle, à la fin de 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis là, s'il y a des jeunes qui écoutent, je sais que, parce que pour en avoir parlé dans mes classes, la Seconde Guerre mondiale, c'est un petit peu néant pour certains étudiants. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a eu quand même une guerre froide qui séparait le monde en deux. D'un côté, les Américains, les États-Unis, mais les Américains, et de l'autre côté, l'Union soviétique. À partir de 1989, quand il y a eu le démantèlement de l'Union soviétique, on a démantelé tout ça, puis c'est comme tombé, puis on est comme dans un monde unipolaire, puis c'est ça ou ça. Et là, présentement, en s'alliant avec la Russie, puis en mettant l'Europe un peu de côté, c'est quel monde qu'on s'en va faire, là? Parce que ça ne sera pas bipolaire, parce que c'est quand même les plus grandes puissances états-uniennes
et russe. Là, il y a la Chine qui joue un très grand rôle là-dedans, qu'on ne peut pas l'oublier. Parce que la Chine, souvent, on a tendance à l'oublier un peu. Non, la Chine est là. C'est pas pour rien que les Américains veulent, en quelque sorte, je dis attaquer, les éviter, puis ils veulent se renforcer parce que la Chine a pris... C'est ça le vrai pouvoir économique actuellement au monde. Puis ils font des acquisitions un peu partout. Ils essaient de prendre de l'expansion de cette façon-là. Ils nous prennent par en arrière, puis on les voit pas venir. En fait, on les voit venir, on essaie de les ralentir, mais ils s'y prennent autrement que par les armes. Oui, parce qu'avec la division du monde en deux, quand on a laissé le troisième monde, parce qu'ils font partie des pays du troisième monde, quand on parle de la bipolarité, puis c'est un des pays les plus importants du tiers-monde, la Chine, parce qu'ils ont rallié sous leurs ailes ceux qui ne voulaient pas aller et du côté américain et du côté russe. Puis là, eux, ils ont monté, mais eux, les règles du travail, les règles économiques, etc., ils s'en foutent un petit peu. Donc, c'est pour ça que présentement, ils sont capables de nous dominer, parce que quand la mondialisation est arrivée, quand la globalisation est arrivée, on n'a pas établi des règles mondiales, la façon de travailler, la façon d'organiser les entreprises, etc. Donc, eux, ils sont capables de faire travailler des gens à des bouchées de pain. Là. J'ai entendu, dans le fond, dernièrement dans les médias, qu'on s'enlignait vers un nouvel ordre mondial un peu dicté par Donald Trump. Est-ce qu'effectivement, il y a un changement d'organisation politique mondiale? Est-ce qu'on s'en va vers un peu comme dans Star Wars avec un empire? Est-ce qu'on s'en va dans cette direction-là? Parce que finalement, c'est un peu inquiétant, là, veux pas, parce que tu dis, il y en a là-dedans qui ont l'arme nucléaire, il y en a qui, tu sais, oui, il y a des puissances, puis là, tu es face à un dirigeant qui, manifestement, par ses gestes et décisions, il est un peu inquiétant, là, parce que veut pas, on s'entend. Là, moi, perso, là, mon niveau d'anxiété à ce niveau-là a augmenté parce que tu te dis, crime, on ne sait pas ce qui va arriver. Là, il veut nous annexer, puis si on ne veut pas, il va envoyer ses militaires venir nous chercher. Il envoie beaucoup et il tire partout. Oui, c'est un danger, ça. Puis en tirant partout, qu'est-ce que notre gouvernement fait? Il répond à tout. Et c'est là que c'est dangereux, parce que c'est pas ça son but. Il y en a un autre but. Mais c'est quoi, France, son but? Il y en a un autre but, puis son but, c'est un point de vue économique. C'est vraiment de s'organiser pour que les États-Unis remontent économiquement. Mais la clé économique, Pierre? Ben moi, je pense qu'économiquement, oui, mais il y a un aspect de politique aussi. Tu sais, dans son Make America Great Again, il y a l'idée aussi de ramener les États-Unis en avant-plan. Puis comme tu disais tantôt, on est passé d'un monde bipolaire. Suite à la chute de l'URSS, on est tombé à un monde unipolaire, une espèce de Pax Americana là, que certains parlaient, là, un peu en référence à la Pax Romana dans le temps de l'Empire romain, quand tu as un seul hégémon, un seul grand pays qui contrôle l'entièreté du monde connu ou presque, et qui peut se permettre de policer le monde, dans le fond. On avait ça. Et là, cette Pax Americana-là, cette grosseur de l'Amérique-là, c'est des États-Unis, diminue, dans le fond. S'effrite tranquillement, pas vite. Puis on le voit, tu disais tantôt, moi j'ai l'impression qu'on est dans une transition. Oui. C'est qu'il y a on voit que les grandes démocraties sont mises à mal, on voit que les grands systèmes occidentaux vont de moins en moins bien. On voit que la France a des difficultés à se diriger, à former un gouvernement qui tient. L'Allemagne a les mêmes problèmes. On va le savoir dans 2 semaines pour l'Allemagne. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Exact. Ensuite, là, on voit le Canada aussi avec Justin Trudeau là, qui est en transition, qui doit s'en aller. Tout ça, on voit que les démocraties sont mises à mal. Il vient d'annoncer le plus gros projet d'infrastructure, puis il s'en va dans pas long. À un moment donné, c'est assez la carte de crédit. Puis ça en fait partie des enjeux. Hein, parce que dans notre politique puis dans notre démocratie, c'est que à un moment donné, il faut que tu retombes à l'équilibre budgétaire. Il faut que tu payes ta dette. Oui, mais Benoît, tu viens de le dire, le mot. Là. Tu sais, on est en la démocratie. Ouais. Puis tu viens d'en parler. Présentement, selon moi, puis là, c'est vraiment moi, on est en train d'assister à un échec de cette forme de démocratie-là, de cette social-démocratie-là, parce que les gens, puis on le voit là, quand il y a des appels d'offres, à partir du moment où ça vient du gouvernement, les chiffres doublent, quadruplent,
Ça n'a pas d'allure. Ça vient du gouvernement. Donc, les gens, Ça n'a pas d'allure. présentement, c'est pour ça, on a des appareils d'État, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, on a des appareils d'État qui coûtent beaucoup trop cher. Puis tu te retournes d'un côté vers l'autoritarisme, parce que c'est ça là, qui est en train d'arriver. Tu sais, quand on regarde les régimes de Pierre Poilievre ou quand on regarde ce qui est en train de monter en France ou en Allemagne, etc., c'est qu'ils veulent redonner le pouvoir d'achat aux travailleurs. Oui, mais Parce que... Mais ça, France, là, tu sais, je suis d'accord sur ces beaux principes-là, mais tu sais, dans les faits, là, on va mettre à jour un petit peu une incohérence. OK? Je donne un exemple. Le gouvernement du Québec a dit respectez vos budgets, là. Sont déjà, tu sais, il y a eu une augmentation de 5-6 annuelle, là, puis on vous demande juste de les respecter parce qu'on ne paiera plus vos déficits. C'est ça qu'il dit. Puis là, tout le monde dit ah, ben là, ils coupent. Ah, puis là, on ne veut pas. Puis on veut. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on entend. Puis moi, je lis directement de la bouche du cheval, là, de ce qui a été donné comme consigne. Donc là, à partir de là, tu te dis OK, si on te demande de respecter ton budget, OK, puis que tu t'en vas, je sais pas moi, à l'épicerie, tu vas faire ton épicerie pour 100$, tu as 100$ de budget. Si tu en dépenses tout le temps 120$, bien, ça se pourrait que sur ta carte de crédit, que tu aies 120 qui s'accumulent. Puis là, en plus, quand tu ne payes pas dans 30 jours, qu'est-ce qui se passe? Bien, tu as des intérêts qui commencent à s'accumuler. Puis là, tu n'es jamais capable de revenir. Puis là, le jour où tu dis, bien là, je n'arrive plus. Je suis en dépassement. Mes revenus ne couvrent pas mes dépenses. Ça se pourrait peut-être qu'il faut que je fasse, dans le fond, que je tire un peu sa corde en disant est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut être capable de dire on va dépenser selon nos moyens? Donc, la question fondamentale un peu là-dedans, c'est que c'est bien beau de dire oui, nos politiques, on dépense, mais là, quand on veut revenir, quand on veut couper, quand on veut trouver de l'argent pour dire il faut au moins se payer ce qu'on a de besoin avec nos moyens qu'on a. Peut-être que dans le fond, la vraie réponse, c'est on n'a pas le moyen d'avoir ce qu'on a comme kit, notamment au Québec, notamment au Canada. Mais il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire qui sont intéressantes. Merci, Pierre. Oui. Bravo, tu fais bien ça. Bien, je ne volerai pas ta job, je te le promets. Mais il ne faut pas voir, par contre, il ne faut pas tomber dans l'idée de comparer le budget d'un État avec un budget personnel aussi. Dans certains cas, c'est sûr que quand... Parce que il y a deux types de crédits, en fait. Effectivement, quand tu t'endettes pour payer ton épicerie, là, c'est que tu as un problème structurel. Tu manques d'argent à chaque fois. Mais c'est le même principe là, dans l'État. Là, je suis obligé de te challenger. Tu as raison. Puis justement, un État qui a un déficit structurel, c'est problématique. Par contre, un État qui va s'endetter pour investir, là, ça peut être une dette un peu plus saine. Ça, je suis d'accord. Mais je vais te faire le même parallèle avec la maison. Si tu t'endettes pour ta maison, pour ta résidence, bien là, c'est sûr que ça, c'est un actif que tu vas chercher pour plus tard. Puis oui, tu vas accumuler. C'est une bonne dette. Donc, tu sais, ça, moi, dans la tête, c'est bien classé. La chose que je dis, c'est que, tu sais, si on veut être capable d'arriver et de dire on veut arriver à diminuer la dette de l'État, parce que la dette de l'État, là, on ne se le cachera pas, c'est nous autres. Là. Puis là, on se dit, crime, on veut redonner, parce que dans le fond, pourquoi qu'on est parti là-dessus? Tu disais... redonner le pouvoir d'achat. Exactement, d'ordonner le pouvoir d'achat aux travailleurs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ordonner le pouvoir d'achat aux travailleurs si on continue à dépenser, si on n'est pas capable de couper dans certains services, puis qu'on n'est pas capable de réorganiser les budgets d'opération de nos services étatiques? Non, mais tu sais, à un moment donné, il faut... Mais je suis d'accord avec toi, Benoît. Mais couper... Là, tu dis couper dans nos services. On pourrait-tu couper dans le nombre de cadres? Aussi, non, mais il faut que ça se fasse. Là, on va le dire, là, dans la structure. On peut-tu couper dans la structure? Oui. Présentement, on dit... le gouvernement il dit faut couper. Mais qu'est-ce qu'on fait? On donne les budgets à des gens, puis on dit faut couper. Ils ne se couperont pas entre eux autres. Là, ça va prendre quelqu'un qui a les reins assez solides, puis qui a une tête, puis qui dise je m'excuse, la structure est trop lourde. Présentement, ça coûte trop cher faire vivre telle structure. Si on veut redonner du service aux concitoyens, on n'aura pas le choix, il va falloir couper. Parce que d'un point de vue budgétaire aussi, comme tu disais, vous avez vos budgets, mettons, le système de santé a son budget, vous devez rentrer dans ce budget-là. C'est que c'est pas pareil tout à fait comme dans le privé. Exemple, une compagnie privée va offrir un service, elle va regarder combien ça y coûte,
puis elle va donner la facture à son client, puis le client va payer ce que ça coûte, ce que ça vaut. Puis là, si cette entreprise-là a des problèmes structuraux, a des problèmes, a des difficultés, peu importe, finalement, ça lui coûte plus cher offrir le service, bien, sa facture, au final, va être plus chère. Et là, peut-être qu'un concurrent pourra, pour moins cher, faire la même chose. Au public, ce qui arrive, c'est que souvent, il y a pas, compte tenu qu'il n'y a pas nécessairement de but lucratif à plusieurs services étatiques, ben, il n'y a pas nécessairement de grande compétition. Quand il y en a, il y a encore là un profit qui est tiré de cette compétition-là. Mais derrière ça, c'est qu'on donne un budget à une organisation publique pour dire rentre dans ce budget-là, mais on ne se pose souvent pas la question combien ça coûte rendre ce service-là. Fait que là, on donne le budget en disant tu as tant de budget pour faire ta mission. Et là, à la fin de l'année, souvent, l'organisation va dire oui, mais c'est parce qu'au final, ça m'a coûté plus cher faire ma mission. Puis là, ouais, mais je te donnerai pas plus d'argent. Fait que là, fais plus avec moins. On est souvent là-dedans quand on regarde avec la santé, on regarde avec l'éducation, on regarde avec les sociétés de transport. On est souvent là-dedans. Fait que c'est des. Le gouvernement ne va pas nécessairement financer à la hauteur de ce que ça coûte. Et là, effectivement, ça serait intéressant d'essayer d'aller chercher qu'est-ce qui fait que ça coûte ça. Est-ce qu'on peut couper dans nos coûts? Quand un malade, par exemple, entre à l'hôpital, bon, il rentre à l'hôpital, il rentre par l'urgence. Bon, le premier acte qui est posé, ça coûte combien? Rencontrer c'est tant. Après ça, ben là, tu dis, OK, pour soigner, puis on sait, là, on s'en va vers une population qui est vieillissante, etc. Pour soigner notre population, ça nous coûte tant. Mais si la majorité du budget s'en va dans des administrateurs ou des administratrices, s'en va dans... Tu sais, puis on le sait, là, nos bâtisses, présentement, là, sont désuètes. Ah oui, nos bâtisses, là, on n'a pas fait de prévention. Là, on réagit. Il tombe un mur, bien, il faut le réparer. Puis là, ben c'est le triple, le quadruple. Ça coûte plus cher. Que ça coûte tout plus cher, etc. Là. Dans le fond aussi, je résume un peu ce qu'on se dit. En fait, ça m'amène à une question. Est-ce Juste que... ça? Ben, j'en ai d'autres, mais une principale qui ça fait au moins 2 minutes que j'ai en tête, parce qu'on parle. Est-ce qu'une intervention comme un milliardaire comme Elon Musk dans l'État, lorsque lui, il regarde le système, la façon de fonctionner, et qui rentre et qui coupe et qui restructure, est-ce que c'est une bonne façon de faire? Là, je ne veux pas qu'on discute de ce qu'il fait, lui, aux États-Unis, mais je parle de l'approche, où ce qu'on a un externe qui arrive, qui dit, bon, OK, ben moi, je vais réorganiser, réaménager ça. Et là, je vais juste faire une petite parenthèse pour pas qu'on bifurque nécessairement là-dedans. C'est qu'on sait qu'aussitôt qu'on fait un changement organisationnel, ben ça amène des changements. On sait que le syndicat va chialer, les employés vont chialer, les bénéficiaires vont changer parce qu'on est habitué d'une certaine façon et on touche à des jobs aussi, soyons conscients. Mais tu sais, des fois, on ne veut pas nécessairement mettre à pied, mais il faut réaménager la façon de faire la job. Alors, est-ce que l'approche Musk pourrait fonctionner? Un point de vue externe, c'est jamais nécessairement mauvais. Ceci dit, c'est pas parce que tu es millionnaire ou milliardaire que tu es nécessairement une bonne personne ou un bon gestionnaire aussi. On voit dire que Twitter a été acheté à 44 milliards. Et là, aujourd'hui, je pense que ça vaut près de 9 milliards en capitalisation, ou presque. Okay. Ça a perdu énormément de valeur. Ceci dit, je connais pas c'est quoi exactement son but avec quand il a acheté Twitter. C'est quoi qu'il voulait faire avec ça exactement. C'est un jouet. Mais ceci dit, ben, c'est un jouet. Effectivement, c'est ce que certains disent. 44 milliards, beau petit jouet. Ben oui, quand tu as le moyen. Ben Mais c'est pas parce que tu es milliardaire que tu es nécessairement une bonne personne. Il existe un bon gestionnaire. Il existe, ceci dit, des gens qui ont étudié en gestion, qui sont des bons gestionnaires et foncièrement, tu sais, les fameux Top Gun que l'État québécois veut aller chercher avec l'Agence du transport, avec les différents types d'agences, Agence de la santé et tout. Un point de vue externe, c'est rarement mauvais. Ceci dit, il ne faut pas que ce soit fait avec dogmatisme. Il ne faut pas que ce soit fait avec l'idée que on a essayé X, fait que finalement, on va juste essayer Y pour le fun d'essayer Y. Puis souvent, en gestion publique, on a tendance à faire ça. C'est des espèces de balanciers qui, là, on est tout d'un bord, puis là, on est, non, on s'en va tout de l'autre bord, alors que dans un monde idéal, peut-être que c'est un peu au milieu que c'est intéressant. Peut-être que dans la vie, la vie est complexe, puis peut-être que ça vaudrait la peine de se poser plus de questions que simplement de dire si ça ne marche pas, on va faire le contraire, ça devrait marcher. Mais j'aime ton principe de balancier parce que je pense qu'effectivement, il y a des situations qui font en sorte que des fois, tu as besoin d'être dans l'extrême gauche. Il y a des situations, des fois, qu'il faut que tu sois dans l'extrême droite. On peut-tu dire juste à gauche qu'extrême gauche? Bien, quand je dis extrême, là, je ne veux pas qu'on fasse un parallèle nécessairement politique. Là. Quand je dis c'est vraiment l'extrême du balancier. D'accord? Je le contextualise de cette façon-là.
Ça veut dire que soit qu'on coupe, qu'on met à terre, soit que, comme par exemple une maison. Prenons l'exemple d'une maison à place au lieu des extrêmes. C'est que quand tu as une maison à rénover, tu as le choix de dire est-ce que je mets tout à terre, que je nettoie, que je reconstruis, ou est-ce que je rénove la maison déjà en place? Et là, ben c'est sûr que la décision, je vais la faire aussi avec les budgets que je vais avoir, puis avec mes objectifs. Avec la structure que tu vas avoir. Exactement. Parce que tu ne veux pas, quand tu veux rénover un bâtiment, il faut que tu y ailles avec la structure qui est déjà en place. Puis si tu fais des changements structurels, ben ça coûte aussi beaucoup d'argent. Puis, l'autre problème que je vois, moi, puis je sais qu'il y en a qui vont rire quand je vais en parler. On parle de démocratie ici. On parle beaucoup de démocratie. Mais sommes-nous vraiment en démocratie? C'est sûr que si on prend la définition pure, simple, et c'est gouvernement du peuple par et pour le peuple, mais à quel moment on demande à la population de se prononcer sur certaines décisions que le gouvernement va prendre? Jamais. On va élire un gouvernement une fois tous les 4 ans. Puis pendant 4 ans, quand c'est un gouvernement majoritaire, puis on ne se le cachera pas, là, le gouvernement majoritaire de François Legault, il peut faire exactement tout ce qu'il veut, contrairement à Justin Trudeau, qui était minoritaire, puis qui avait 2 bras attachés parce qu'il fallait qu'il fasse des alliances pour être capable de faire ce qu'on veut. Il y a certains cantons en Suisse qui fonctionnent sur le principe qu'une fois par année, ils vont amener des décisions ou ils vont amener des lois devant la population, puis ils se sont rendus compte que des fois, quand ils mettent ça dans les mains de la population, puis qu'ils donnent toute l'information, qu'elle soit capable de prendre des décisions éclairées, puis qu'ils les informent, etc., parce que c'est ça qui manque ici au Québec. C'est l'information. Fais juste me laisser terminer. J'ai une question là-dessus, oui, je sais. Puis quand tu fais ça, ils se sont rendus compte que des fois, la population là, a dit, OK, pour les 2 prochaines années, là, j'accepte que tu me coupes plus, mais ça va être réglé. Puis le gouvernement en place disait, mais on n'allait même pas au corps de ce qu'on allait là. Le gros problème qui manque ici au Québec présentement, c'est qu'on n'éduque pas notre population. Souvent, on parle de projet de loi. Moi, dans mes classes, je parle de projet de loi, puis les étudiants me regardent en disant, on n'a jamais entendu parler, on ne sait pas c'est quoi. Tu sais, il y a une éducation là qui manque énormément, puis on ne demandera pas aux journalistes ou à qu'est-ce qu'il y a à la télévision. Présentement, on est aseptisé à la télévision. On parle du Québec, on parle du Canada. Tout ce qui est ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe en Europe, tout ce qui se passe dans le Moyen, au Proche-Orient, etc. Oui, on entend parler de la Russie, on entend parler énormément de Donald Trump. On entend parler que de ça, Donald Trump. Mais c'est drôle, il y a des bons coups en Argentine. Pas des bons coups en Argentine, je m'excuse. Ça, c'est ça. Mais ça brasse en Argentine parce que c'est un Trumpiste. Là, ça fait 1 an, lui, qui a fait des coupures. Mais il commence à remonter dans les sondages parce que les gens commencent à dire « Hein? Ça rapporte. » C'est ça qu'il faut regarder. Il se passe des choses au Brésil, au Mexique. Il y a plein de places, que ce soit même en Afrique présentement, toutes les coupures que Donald Trump a fait. Mais je m'excuse, ça va avoir des répercussions en Afrique et éventuellement au Canada parce qu'il a coupé au niveau de la santé, au niveau de la vaccination, au niveau des choses comme ça. À l'aide humanitaire. À l'aide humanitaire, qui va faire en sorte que ces gens-là, ben. Mais au Québec, là, les commissions parlementaires, c'est pas un moyen de consulter la population? Je pose la question. Bien, les 3/4 du temps, les commissions parlementaires, c'est les gens qui sont intéressés qui vont y aller, mais... Certains groupes d'intérêt, certaines, c'est ça. Oui. Mais c'est pas la population au sens large du terme. C'est ça. OK. Dans certains pays, il y a des panneaux publicitaires. Quand tu t'en vas en Europe, il y a des panneaux publicitaires qui disent « Bon, ben telle loi va passer, voici. » Tu as des gens sur le bord de la rue, est-ce que vous êtes d'accord, qui informent? Puis il y a des rencontres de cuisine qui s'organisent. Puis là, on discute, puis on fait venir pas juste des gens qui sont pour le projet, on fait venir des gens qui sont contre, puis on a des débats structurés. Quand est-ce qu'on a des débats? Oui, mais ça, au Québec, on a de la difficulté d'avoir des débats. Là. Ben, ça a tout le temps été. Ça a tout le temps été. De Puis, tu sais, veut pas, ça nous amène aussi ce manque de débat-là, des fois, d'avoir des échanges d'idées qui sont... Tu sais, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais quand on est capable de le faire avec le respect, au moins, ça te permet de voir l'autre côté de la médaille. Le débat te permet de confronter tes idées, de te permettre de regarder avec d'autres lunettes la vision
que toi, tu avais, puis te permet de former un esprit critique. C'est ce qui manque énormément. Oui. Avoir un esprit critique. C'est pas parce que Justin Trudeau dit quelque chose que c'est nécessairement tout vrai ce que Justin Trudeau est en train de dire ou ce que François Legault est en train de dire. Il Non, faut M. garder... Legault, il dit tout le temps la vérité. Oui, ça, je le sais. Mais François Legault, quand il dit quelque chose, ben je m'excuse. Il faut que j'y aille le voir. C'est toute Non, l'information c'est vrai. qu'il a donnée. C'est-tu réel? Puis des fois, je pars de mon bureau puis je vais voir Pierre. Puis là, j'ai dit, regarde, il vient de dire ça là, au niveau économique. Là, ça a-tu du sens où je vais voir Pierre-Olivier? Puis là, des fois, il me dit, non, fais attention, il faut leur mettre en perspective ou des choses comme ça. Donc, il faut garder un esprit critique vis-à-vis ce qui est dit devant les médias ou ce qu'on lit, etc. Parlons de l'esprit critique, Oui. OK? Parce que dans le fond, il y avait le volet Trumpiste, un peu 51e État que je voulais qu'on discute. On a parlé aussi de démocratie, c'est super intéressant. Puis le deuxième sujet que je voulais vous questionner un peu, c'est au Québec, je trouve qu'on a beaucoup de chroniqueurs politiques, on a beaucoup d'opinionnistes politiques. Et je trouve que des fois, ça biaise un peu les discours et les annonces parce qu'à chaque fois qu'il y a une annonce, à chaque fois qu'il y a quelque chose, quelqu'un critique, commente. Tu sais, on dit qu'il faut avoir un débat. Je suis d'accord pour les débats d'idées, mais comment est-ce qu'on fait pour démêler le vrai du faux un petit peu à l'intérieur de ça? Puis France, je pense que tu as commencé à l'aborder un peu, notamment en validant. Donc, croyez-vous que les médias font bien leur travail, notamment par rapport à la scène politique au Québec? C'est complexe parce Oui. que c'est drôle parce que J'aime ça, la question complexe. oui, c'était justement dans une entrevue il y a quelques années, Richard Martineau à Radio-Canada faisait une entrevue, répondait aux questions et lui, il déterminait son travail de chroniqueur comme étant la sauce épicée qu'on met sur le steak, qualifiant l'actualité comme étant le steak. OK. Et de dire que lui, en tant que chroniqueur, était là pour mettre de la sauce. Fait que quand il exagérait, quand il y avait des frasques ou quand il donnait des exemples un peu extrêmes, son but, c'est d'assaisonner l'actualité, dans le fond. Et ce qu'il dit, c'est de l'autre côté, par contre, est-ce que quelqu'un pourrait survivre à se nourrir que de sauce? Et la réponse, ben, c'est non. Ça donne des brûlements d'estomac si tu fais ça. Fait que ça te prend de la viande aussi, ça te prend du steak. Fait qu'en gros, lui, son point, c'est de dire que la population doit manger du steak. Et oui, mettre de la sauce dessus une fois de temps en temps, puis c'est parfait. Ça, son rôle, c'est de mettre la sauce. Mais le poulet est moins gras. Oui, c'est vrai. Mais de l'autre côté, ça finit qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne se nourrissent à peu près que de sauce, qui vont n'écouter que Martineau, qui vont n'écouter que certains chroniqueurs. Et là, en plus, ajoute à ça, plusieurs médias ont des lignes, sans dire des lignes éditoriales, il y a quand même une vision parfois, idéologie. Ouais, Une idéologie de... Mais ça, au Québec, là, sont pas affichés vraiment. Non. Mais en Europe, il y a certains médias qui sont déjà Oui, affichés. mais on est Salé, capable oui. de dire la presse, la Radio-Canada, Le Devoir, c'est quoi à peu près le ligne quand tu regardes les C'est au courant du 20e siècle, en fait. Parce qu'au début du 20e siècle, il y avait vraiment des journaux qui étaient campés. Ça, c'était le journal de droite, le journal de gauche, le journal le journal de droite. Les éditorialistes étaient capables d'avoir une certaine indépendance qui est moins vraie aujourd'hui avec l'arrivée des médias sociaux où on a des nouvelles. Quoique de l'autre côté aussi, tu as des grandes chaînes, maintenant comme TVA, qui font quand même des bons efforts pour essayer d'avoir des nouvelles en continu. Des chroniqueurs d'un côté, des chroniqueurs de l'autre. On essaie d'avoir, tu vas avoir un Martineau, un Mario Dumont, puis dans le même débat, tu vas avoir une Émilie Zessard-Terrien. Fait il y a quand même une volonté de mélanger les idées aussi. Puis de l'autre côté, Radio-Canada va plutôt dans va aussi essayer de mélanger les idées, mais va aussi dans le plus centriste, puis amoindrir un peu. Fait que si on a quelqu'un, mettons, l'animateur à la radio va... ou même à la télé, va faire une entrevue avec quelqu'un qui est plus à gauche, ben, il va faire un petit peu une vision plus de droite. Et là, si la personne est plus à droite, on va l'amener plus à gauche. Et on essaye aussi souvent de ramener un peu, de ménager la chèvre et le chou en disant non, mais tout s'équivaut à peu près. Puis on l'a vu énormément pendant la campagne électorale aux États-Unis avec un Donald Trump qui disait des choses qui parfois semblaient, mon Dieu, assez grosses, quasiment grotesques.
Puis de l'autre côté, on avait une Kamala qui disait, oui, des choses de son côté, de son point de vue, qui parfois pouvaient avoir l'air un peu plus, sans dire extrême, un peu plus loin vers la gauche que le spectre, que le centre. Mais là, on venait comme d'établir comme, ouais, mais, tu sais, mettons, Donald Trump, il dit qu'il y a des gens, des immigrants qui mangent des chiens puis des chats à Springfield, en Illinois, en tout cas, il y a 50 Springfield aux États-Unis, là. Mais dans une ville de Springfield, elle mangeait les chats, les chiens. Ah, mais là, Kamala, elle a dit quelque chose par rapport à avantager peut-être les entrepreneurs afro-américains qui ont moins de chance. Là. Fait que là, c'est comme si ça devenait équivalent. Fait que c'est de dire que l'un équivaut à l'autre, alors que, je veux dire, il y a une maudite différence entre dire on va favoriser des gens qui ont des difficultés dues à leur minorité, dues à l'historique américaine, sociale et tout, puis de l'autre côté, de dire que l'immigration mange des chats des chiens. Là. Je veux dire, c'est pas pareil, pas équivalent. Là. Fait qu'il y a cette idée-là de ramener tout vers le centre un peu, puis qu'au final, à peu près tout s'équivaut, qui devient un peu problématique à certains égards. Parce que là, après ça, ça devient que justement, tout se vaut, tout s'équivaut, puis ce qui n'est pas vrai, en fait. Vas-y, France. Non, bien... Puis il faut regarder aussi nos nouvelles, puis moi, je le dis aux étudiants présentement parce que, bon, pour eux autres, la politique, c'est pas intéressant, on veut pas s'en occuper. Comme je le dis, si vous vous occupez pas de la politique, inquiétez-vous pas, elle va s'occuper de vous parce que elle vit parce que la population est là, etc. Sauf qu'on a présentement, au niveau des médias, comme je disais tantôt, une politique qui est très aseptisée. Là, présentement, on ne parle que de Donald Trump. On ne présente que Donald Trump. Il est surreprésenté. Il est surreprésenté avec tout ce qui est en train de se passer. Puis c'est là que ça devient dangereux parce que on fait comme évincer d'autres choses qui se passent à côté. Quand on regarde la montée de l'extrême droite, puis là, j'utilise vraiment le terme extrême droite en Allemagne. Quand on regarde aussi l'aide humanitaire qui n'est pas donnée en Afrique, quand on regarde que la Chine est en train de surveiller tout ça parce qu'elle a dans sa mire Taïwan, tu sais, on n'en parle pas, ça, dans nos nouvelles. On parle que de Donald Trump. Donald Trump, puis là, les gens, ils vont tellement en parler que les gens vont banaliser qu'est-ce qui va se passer. Et c'est là que ça va être dangereux. Mais aussi, qu'est-ce qui est dangereux au niveau médiatique? C'est quand le média, quand on veut monétiser l'actualité, quand on veut monétiser... des clics. C'est ça. Puis on le voit dans les différents médias plus privés. Là, je dis pas qu'il faudrait tout que ce soit public, puis que Radio-Canada sont donc bien fins, puis ça, eux autres aussi n'ont pas le choix de participer à cette game-là aussi, mais ça reste que plusieurs radios d'opinion, notamment, font le pain puis leur beurre avec les pubs qu'ils peuvent vendre, puis leur pub, la valeur de leur pub est reliée à leur auditeur. Fait que plus ils ont d'auditeurs, plus ils peuvent vendre leur pub cher. Ce qui fait qu'au final... on va essayer d'aller chercher, de dire aux auditeurs, en fait, sans dire qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Je dis pas qu'ils font juste dire tout le temps la même chose, mais quand on parlait de ligne éditoriale ou d'idéologie, il y a cette idée-là de rallier un groupe ou des groupes potentiels d'auditeurs qui, eux, une fois que sont attachés à notre média, bien, nous permettent d'avoir des auditeurs de base puis qui vont amener justement de l'argent, de l'eau au moulin, là, qui amène de l'argent à la station. C'est le même aussi à la télévision aussi. Fait que c'est ce bout-là aussi qui va faire qu'on va donner les opinions, on va dire les choses. Et avec les médias sociaux, on n'est pas dans la demi-mesure. Là. Avec les médias sociaux, on s'enferme souvent dans une chambre d'écho. Où est-ce qu'on va avoir... Les algorithmes vont nous pousser des choses qu'on veut consommer. Puis là, c'est de moins en moins intéressant ce qui nous pousse, dans le sens que, tu sais, moi, je fais juste regarder notamment mon fil d'actualité sur Facebook. Puis, tu sais, à cette heure, quand j'y vais, je suis bien plus écouter des Reels, des innocenteries, que je sais que c'est des innocenteries, que de commencer à lire le commentaire sur Spotted, machin truc. Là. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont te mettre un titre qui va faire en sorte qu'il va t'accrocher. Puis souvent, les gens n'iront pas voir l'article, qui est souvent, contrairement, qui va à l'encontre du titre. C'est des journaux aussi. Hein? Ça a tout le temps été ça. Ça a tout le temps existé, tout à fait d'accord. Un titre qui fait mal à l'individu et l'article est tout autre. Puis là, tu lis l'article, tu fais, c'est pas de ça pas tout qui parle, là. Mais voilà. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Donc, moi, ça serait, oui, s'informer, c'est de plus en plus difficile s'informer, mais oui, il faut s'informer, poser des questions. Puis se poser des questions entre nous.
entre nous pour confronter nos idées. Tu sais, tantôt, on parlait de débat, mais c'est surtout ça. C'est d'être capable de se parler entre nous, être capable de dire, ben, tu sais, je le sais, moi, dans ma classe, que j'ai des Trumpistes. Je le sais, dans ma classe, que j'ai des gens qui aiment beaucoup l'idéologie d'Éric Duhem, qui aiment beaucoup l'idéologie de la CAQ, qui aiment l'idéologie de Québec solidaire et tout ça. Mais maintenant, comment on est capable, ensemble, de discuter d'un sujet et d'amener ça? Et c'est ça qui va faire la force Mais pour ça, il faut que les gens soient prêts à recevoir cette confrontation-là. Puis des fois, ça peut être quand même difficile. T'sais, nous, on baigne dans l'actualité. Puis des fois, j'écoute des émissions de radio, puis il y a certaines personnes qui viennent intervenir que je me dis « Ah non, moi, ça. » Puis là, ils vont dire des choses qui me confrontent, qui sont contre mes valeurs ou mes idées, mais en même temps, qui se peuvent. Puis tu fais comme les accueillir. Puis des fois, ils vont amener un point de vue différent. Ils vont dire « Ah mon Dieu, cette personne-là n'a pas tort aussi, mais il faut être prêt à vivre cette confrontation-là. » Puis ça, de plus en plus, c'est ça qui est difficile. Oui, on n'est même plus capable de dire quelqu'un qui n'est pas bon, qui n'est pas bon. Puis sérieusement, là, je pense qu'on a vraiment une réflexion à se faire, à savoir, tu sais, à un moment donné, là, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Puis quand c'est bon, c'est bon. Puis ça, honnêtement, là, tu sais, il faut appeler un chat, puis un chien un chien. Je suis d'accord, vous allez me dire, Benoît, il faut que ça soit quand même fait dans de la bonne façon. Oui, je suis d'accord. Mais moi personnellement, quand c'est pas bon, je le dis. Puis quand c'est bon, je le dis. Puis je le maintiens. Puis c'est sûr que je ne veux pas heurter les gens. Puis moi, honnêtement, dans ma pratique d'enseignant avec les étudiants, ils le savent. Quand c'est pas bon, je vais leur dire. Mais tu sais, c'est sûr que je ne commencerai pas à dire t'es un ci, t'es un ça. Non, c'est pas ça, là. Mais si tu ne me livres pas un travail à la hauteur, je vais te le dire, puis je vais te dire pourquoi il n'est pas à la hauteur. Mais toi, tu dis c'est pas bon ou c'est bon, mais pourquoi pas dire moi, j'aime pas? Donc, tu ramènes ça à moi, ce que tu es en train. Moi, j'aime pas cette chose-là, mais je ne te dis pas que ce que tu es en train de me dire. Là, on tombe d'un sujet. On tombe dans la communication, en fait. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est quand tu dis à quelqu'un c'est pas bon, c'est que là, tu le confrontes, donc lui, il va tout de suite se baquer en disant tac. Mais si tu lui dis moi, ce que tu es en train de m'apporter, je suis pas d'accord, voici pourquoi. Là, tu viens de faire une ouverture. Ça, c'est la prof de 30 ans qui ramène le prof d'expérience de 15 ans. Ça va bien. Écoutez, je ne veux pas prendre plus de temps. Par contre, il y a une activité super intéressante que vous faites le jeudi midi. De midi à 1h au H3030, c'est les midis de l'actu. On essaie justement de partir ces débats-là. Okay. On part d'idées qui viennent des gens qui vont être présents. Puis nous, ben, avec notre expérience en économie et en politique, ben, on essaye justement de confronter et de développer cet esprit critique-là. Est-ce que c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Toute la communauté collégiale. C'est bon, d'ailleurs. Sans discrimination. Je vais aller faire mon tour tout à l'heure, au moins une petite demi-heure pour voir comment ça se passe. Pierre, France, merci d'avoir pris le temps. Sérieusement, premièrement, c'est apprécié. Deuxièmement, toi, tu avais déjà ta carte blanche. Pierre, tu as une carte chouchou. Tu peux venir... Puis sérieusement, moi, je trouve ça important qu'on, tu sais, en administration, c'est important qu'on tienne compte de la politique, qu'on tienne compte de l'économie. C'est des choses qui sont importantes, qui ont des impacts sur les entreprises, sur l'emploi. Donc, je pense que en tout cas, je pense que c'est un sujet qui est important que les futurs entrepreneurs ou ceux qui vont travailler en administration comprennent. Donc, c'est important qu'on puisse en discuter. Donc, Pierre, tu reviens avec France. C'est sûr que tu comprendras que j'ai déjà une préférence pour France. Moi aussi. Non, mais tout le temps. Mais tu sais, on a parlé de monarchie à un moment donné. Ben oui. Ça, c'était vraiment très pertinent. Mais aujourd'hui, vraiment, merci d'avoir pris le temps parce que... Ça nous a fait plaisir. Ça permet d'échanger. Puis c'est sûr que moi, je me permets aussi de vous challenger un petit peu. Hein? Pierre, oui. tu vas m'en reparler encore? Ben oui. Oui. On n'a pas de problème avec le challenge. On va parler des budgets ensemble. Ah, ça me fait plaisir. On va revenir là-dessus. OK. Alors, sur ça, les amis... Sur ça, les amis, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Ben Lala. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre autres, et sur benlala.ca, sur toutes les plateformes. Sur ça, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.